Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 76. Cette semaine, on passe à la deuxième partie de l'histoire de Paris, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 76e épisode. Tout d'abord, je voudrais remercier les nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière, donc leur prénom s'affiche sur la vidéo YouTube. Si vous voulez vous aussi aller plus loin dans votre progression en français et profiter du podcast privé où je vous explique la grammaire de chaque épisode, les conjugaisons, les verbes irréguliers, les temps, etc. Si vous voulez avoir accès aux transcriptions bilingues des épisodes, avoir accès au groupe privé Telegram et participer au chat vocal hebdomadaire, venez rejoindre le club VIP avec plaisir. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Justement, si vous m'écoutez en podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube avec les images de Paris et des monuments que je présente. Donc je vous laisse le lien dans la description de l'épisode pour pouvoir y accéder. Donc on va continuer à parler de l'histoire de Paris, c'est la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu ou entendu la première partie, je vous mets le lien dans la description YouTube et dans le i comme info. Alors c'est parti. À la fin de la première partie, je disais que Paris avait perdu presque 50% de sa population à cause de la peste noire et de la guerre de 100 ans, et je m'étais arrêté là. Donc au début du XIVe siècle, la population était descendue à 100 000 habitants, mais après la guerre et les épidémies, la ville continue à se développer et la capitale attire encore plus de monde. La ville reprend ses 200 000 habitants et devient la plus grande de l'Occident après Constantinople. On arrive ensuite à la période de la Renaissance, qui marque la fin du Moyen-Âge, donc au début du XVIe siècle. On distingue trois parties de la ville séparées par le fleuve, la Seine, et à l'époque, les plans de la ville étaient gravés ou dessinés avec le nord à l'ouest, donc avec la Seine qui coupait la ville verticalement au lieu d'horizontalement. La partie commerçante était du côté gauche de la Seine, donc au nord. La partie spirituelle et religieuse était au milieu du fleuve, sur l'île de la Cité, où il y a la cathédrale de Notre-Dame. Et enfin, la partie intellectuelle était sur la rive droite de la Seine, donc au sud des cartes actuelles, avec toutes les écoles et universités, dont la Sorbonne. Et pour passer d'une partie de la ville à l'autre, il y a 4 ponts qui ont été construits, où il y avait des habitations dessus et des moulins en dessous. Toujours durant le XVIe siècle, on entame de grands chantiers de construction pour améliorer, agrandir ou embellir la ville. Le roi de l'époque, François Ier, s'inspire du style des villes italiennes en faisant paver les quais de Seine ou en essayant de refaire les rues pour qu'elles soient perpendiculaires. Et en parlant de pont, on construit le pont Neuf, qui est actuellement le plus vieux de la ville. C'est paradoxal puisqu'il s'appelle le pont Neuf, mais c'est le plus vieux. En 1533, on va également reconstruire l'hôtel de ville avec un style architectural de la Renaissance, fait par un architecte italien. Un hôtel de ville, c'est le synonyme d'une mairie. La Renaissance, c'est aussi le début de l'imprimerie, et elle va se développer énormément à Paris. Par exemple, à partir de 1550, le quartier latin au sud de la ville, donc la partie intellectuelle, devient le plus grand centre de formation et d'édition d'Europe. Et comme je l'ai dit dans la première partie, des étudiants de l'Europe entière viennent étudier dans la capitale française. En 1564, on construit aussi le palais des Tuileries au bord de la Seine. Il s'appelle comme ça parce qu'il était à côté d'une usine de fabrication de tuiles. Une tuile, c'est cette petite plaque en terre cuite qu'on pose sur un toit pour le couvrir. Et ensuite, on va aménager le magnifique jardin des Tuileries que tous les habitants de Paris connaissent et où je vous conseille de vous promener. La ville grandit encore et encore en population et atteint 400 000 habitants à la fin du XVIe siècle, donc elle s'affirme encore plus en tant que capitale française. En raison de sa grandeur, l'empereur Charles Quint dit « Paris n'est pas une ville, c'est un monde ». Dans la première moitié du XVIIe siècle, c'est l'apogée de la construction dans la capitale et on entre dans la période classique. Donc c'est un changement de style d'architecture.
On construit l'hôpital Saint-Louis, le jardin des plantes, le palais royal et beaucoup d'hôtels luxueux. C'est dans le jardin du palais royal que vous pouvez voir les colonnes de Buren d'ailleurs. Ce sont des colonnes avec des rayures noires et blanches, très connues. Il y aura aussi la construction de grandes places splendides comme la place des Vosges et la place Dauphine. Le Louvre sera agrandi avec une aile le long de la Seine, comme je l'expliquais plus en détail dans son épisode dédié. Ensuite, Louis XIV arrive au pouvoir. Il décide que la capitale est suffisamment protégée, donc il fait détruire les remparts et les murailles qui avaient été construites au XIIe siècle et qui deviendront les grands boulevards actuels. Mais il en garde les portes, qui sont comme des mini-arcs de triomphe, comme les portes Saint-Martin et Saint-Louis par exemple. C'est pareil à Bordeaux, il y a plein de portes tout autour de la ville qui sont des mini-arcs de triomphe. Le roi transfère le pouvoir à Versailles, donc il va concentrer ses efforts et le budget sur le château, et par conséquent, les travaux de construction de Paris ralentissent. Au début, il voulait faire de la ville une nouvelle Rome, mais son projet n'a pas abouti. Malgré tout, en 1671, Louis XIV lance la construction de l'hôtel des Invalides, dans un style classique et baroque, pour accueillir des soldats de guerre. C'est d'ailleurs ici qu'il y a la tombe de Napoléon, et si vous voulez en savoir plus sur lui, vous pouvez écouter son épisode dédié, le 36. C'est le même architecte qui va aussi faire la place Vendôme en 1698, là où il y a les bijoutiers et les horlogers les plus luxueux, comme Cartier, Rolex, Hublot, Chanel, Dior ou Louis Vuitton. Oui, on prononce Vuitton, c'est un peu trop compliqué de prononcer Louis Vuitton, donc on prononce Vuitton. La renommée européenne de la ville augmente encore, et le château de Versailles inspire le plan des canaux de Saint-Pétersbourg par exemple. À la mort de Louis XIV en 1715, c'est au tour de Louis XV de devenir roi. Il s'installe temporairement au palais des Tuileries à Paris, avant de finalement retourner vivre au château de Versailles. Mais il reprend l'urbanisation et l'embellissement de la ville lumière. C'est le surnom de Paris aussi. J'ai aussi fait un épisode sur Versailles que je vous mets dans le i comme info. Le roi fait aménager la place qui portait son nom, la place Louis XV, et qui s'appelle maintenant la place de la Concorde. C'est actuellement la plus grande place de Paris, d'ailleurs. Donc oui, à l'époque, on pouvait facilement faire construire un bâtiment ou une place qui s'appelait comme nous. En tout cas, c'est sur cette place qu'il y aura des centaines de décapitations, dont celle du roi Louis XVI et de sa femme aussi, Marie-Antoinette. Et depuis 1836, on y a installé l'obélisque de la Concorde, qui s'appelle en fait l'obélisque de Luxor, qui est un cadeau d'un roi égyptien. D'ailleurs, merci beaucoup, elle est vraiment très jolie. Donc cette place de la Concorde fait partie des endroits touristiques à visiter aussi. On revient à Louis XV, il fait aussi construire l'église Sainte-Geneviève, qui est devenue le Panthéon de Paris. J'en parle souvent parce que c'est un monument qui a pour but de rendre hommage aux grandes personnalités françaises disparues, et Joséphine Baker y est entrée récemment. En 1751, il fait aussi bâtir l'école militaire, en 1770 le magnifique théâtre Odéon, et surtout le Champ de Mars, ce grand et sublime jardin derrière la tour Eiffel. Il s'appelle comme ça parce qu'il est pas loin de l'école militaire et que Mars est le dieu de la guerre, comme le mois de mars et la planète Mars. D'ailleurs, le jour de la semaine mardi vient aussi de Mars. Après Louis XV, c'est le roi Louis XVI, le roi Soleil, qui prend le pouvoir à partir de 1774. Comme il y a de plus en plus d'habitants, c'est aussi au XVIIIe siècle que le confort urbain et l'hygiène vont s'améliorer grâce aux constructions de multiples fontaines publiques qui fournissent de l'eau potable alimentée par des pompes. En 1788, la Compagnie des eaux est créée pour alimenter la ville en eau potable. On entreprend aussi la rénovation des égouts de la ville. Les égouts, c'est le réseau de tuyaux souterrains pour évacuer les eaux usées. Les rues sont de plus en plus pavées, régulièrement nettoyées et éclairées. On installe des écriteaux avec le nom des rues dessus. Les premiers trottoirs sont également construits. De nombreux jardins deviennent ouverts au public, comme le jardin du Luxembourg, très célèbre dans la capitale. En 1783, le roi Soleil décide également de faire construire un nouveau mur tout autour de la ville. Ce ne sera pas un mur de défense militaire, mais un passage de perception d'impôts ou de taxes obligatoires pour rentrer dans la ville. L'argent récolté était destiné aux hôpitaux de Paris.
Mais les Parisiens n'ont pas aimé ce nouveau mur, et il a été assez critiqué puisque la ville avait été ouverte en ayant retiré les murs précédents. Et de toute façon, les Français n'aiment pas qu'on les enferme en général. Ils n'aiment pas être privés de liberté. Ce mur a été détruit au milieu du siècle suivant. On arrive à la Révolution française, dont je ne vais pas parler maintenant puisque je lui ai aussi dédié un épisode complet, que je vous mets aussi dans le i comme info. Et juste avant cette révolution, la capitale avait atteint 500 000 habitants. Comme je disais, Paris était devenue la capitale culturelle européenne. La mode, le goût et le style de Paris se diffusent partout au XVIIIe siècle. Et la langue internationale était le français à l'époque. Donc on continuera de parler de la suite de l'histoire de Paris dans l'épisode suivant, où on ira jusqu'à notre époque en parlant de tous les autres monuments célèbres de la ville. N'hésitez pas à me donner vos impressions, à me poser vos questions ou à me donner des suggestions dans les commentaires, ils sont tous les bienvenus. Mettez un like si vous l'avez aimé et si vous êtes sur YouTube. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Bye bye. Abonnez-vous en cliquant à droite et vous êtes libre de regarder une autre vidéo intéressante en cliquant à gauche.